Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du rôle de RSSI Group avec Patrick Prosper. Bonjour Patrick. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Patrick, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, absolument. Donc moi, je suis Patrick Prosper, donc j'ai une fonction de RSSI d'un grand groupe d'assurance français qui couvre aussi quelques pays de l'international. Alors, quel est le rôle d'un RSSI Group ? Alors déjà, je vais donner celui que nous, on a défini pour mon entreprise. Donc le rôle du RSSI Group, il est premièrement d'animer une filière des RSSI des entreprises. C'est un rôle de leadership, d'animateur, de pilote, d'entraînement. Et puis, il a un rôle de représentation de l'entreprise auprès des parties prenantes, régulateurs, administrateurs, commissaires aux comptes et les collaborateurs, voire les syndicats dans certains cas. Alors, quelles sont ses compétences majeures ? En premier lieu, je pense que le RSSI d'un groupe ou d'un grand groupe, il doit avant tout d'être un communicant, avoir la capacité à parler à différentes typologies d'interlocuteurs, depuis un directeur général, un directeur financier, un directeur des systèmes d'information, un directeur des risques, mais aussi ça peut être une discussion auprès des responsables firewall ou d'un administrateur système. Déjà, savoir adapter son discours à ces populations-là, je pense que c'est la première des qualités. Ensuite, c'est la capacité aussi à très vite comprendre des sujets de différentes natures, pas forcément dans le détail, mais comprendre des choses très techniques, une réunion avec des administrateurs Active Directory par exemple, qui peuvent être très 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 pointus, et il faut en retirer juste la synthèse et ce qu'un RSSI a à savoir, en oubliant un peu les détails, et puis en faire une synthèse ou faire le lien avec d'autres parties très techniques ou moins techniques ou plus réglementaires. Voilà, c'est naviguer parfois en eau trouble. Et outre cette vulgarisation, quelles sont les compétences finalement qui diffèrent d'un RSSI, d'un RSSI Group ? Essentiellement les travaux autour de la représentation auprès des autoritaires. Et quand je dis autorité, ça peut être les autorités internes à l'entreprise, l'audit, la direction des risques, la conformité, enfin bref, toutes ces instances internes. Et puis quand on commence à aller vers l'extérieur, c'est une capacité aussi à défendre les intérêts de la boîte auprès des commissaires aux comptes, parce que c'est toujours une négociation. Alors effectivement, c'est très formel cette démarche, mais il y a une partie sécurité des systèmes d'information dans le commissariat aux comptes, et c'est parfois des débats très animés. Et puis aussi les échanges réguliers qu'on a auprès des autorités de tutelle, depuis l'ACPR, l'ANSSI et d'autres autorités. Et en fait, quel est le wake-up call un petit peu de se dire, en fait là, il faut qu'on embauche d'autres RSSI, d'avoir un RSSI Group qui va piloter. Quels sont les critères qui font que du coup, il a fallu passer à ce type d'organisation ? Alors, c'est très dépendant d'une entreprise à l'autre. Nous, on est une entreprise qui est culturellement décentralisée par essence. C'est notre origine, c'est notre raison d'être d'une certaine manière. Et par contre, il a fallu, au niveau des sujets cyber, compte tenu de la rareté des compétences, des coûts de mise en œuvre des dispositifs de protection, de surveillance, de réaction, il a fallu qu'on soit un peu rationnel. On n'a pas pu créer autant de structures qu'il y a d'entreprises, donc l'idée, ça a été de créer une structure centralisée, entre guillemets, même si c'est un mot qu'on n'aime pas, je vais dire plutôt mutualisée, c'est plus proche de notre ADN, qui adresse le bien commun et qui travaille pour le compte de l'ensemble des entreprises du groupe. Par contre, on a souhaité, dans le modèle de gouvernance, avoir un ancrage local, parce que toutes les entreprises sont pas identiques. Il y a des compagnies d'assurance de plein exercice, il y a des compagnies qui font plutôt du service autour du monde de la finance, puis on a aussi des banques dans le groupe. Donc c'est pas tout à fait les mêmes contraintes, c'est pas tout à fait les mêmes exigences, et si on n'avait pas un représentant local
qui est le RSSI d'entreprise, eh bien, on perdait cette adaptabilité. Et c'est pour ça qu'on a retenu le terme de filière avec un RSSI groupe pour la porter, l'animer, et puis des RSSI locaux rattachés plutôt dans les structures des entreprises du groupe. Tant en France qu'à l'international, c'est pareil à l'international. Alors, tu parlais du modèle de gouvernance. Alors, qu'est-ce qui le définit et comment ? Alors, c'est un exercice qui a été long et qui est maintenant très formel. Donc, on a mis en place des rôles. Un rôle pour le RSSI, bon, je l'ai expliqué un peu en synthèse. Un rôle pour le RSSI d'entreprise, et puis une comitologie, et puis des instances qui sont propres à la filière. C'est une instance qui réunit tous les RSSI du groupe, tous les RSSI d'entreprise du groupe. C'est présidé et animé par le RSSI groupe. Et puis on présente des sujets, des retours d'expérience, des grands projets ou où il y a des débats très animés sur certaines orientations à prendre à l'échelle du groupe. Donc il y a cette comitologie-là, et puis ensuite il y a des comitologies plus institutionnelles, de plus haut niveau, où je dois faire un rapport moral sur la mesure ou le jugement que je porte sur l'efficacité du dispositif de maîtrise de risque, du risque cyber, qui est vu pour mon entreprise comme un risque très important, enfin à traiter de manière très très importante. Et il y a pléthore d'instances dans le groupe où on parle de ces sujets-là, mais il y a une hiérarchie des instances. Il y a déjà l'instance de premier niveau, c'est celle qui réunit les RSSI. Ensuite, juste le niveau au-dessus, c'est celle qui permet d'avoir un lien avec les directions des risques et de la conformité du groupe. Et puis, il y a d'autres instances plus opérationnelles vis-à-vis de l'informatique, avec les patrons des structures informatiques du groupe, parce qu'il y a aussi plusieurs structures informatiques dans le groupe. Et on parle de combien de RSSI, là, justement, dans ton cas, à peu près ? Il y a une cinquantaine, à peu près. Il y en a 46 de mémoire. Il y en a une trentaine en France, et puis 12 sur l'international. Donc ça fait un peu moins que ce que je viens de dire. C'est que j'avais pas le compte, c'est ça. C'est un pour chaque entreprise, ou il y a aussi plusieurs RSSI, par exemple? Alors l'idée, c'est là où on n'est pas toujours aligné sur la logique initiale. La logique initiale, c'était un ETP par entreprise. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises il y a des petites entreprises qui ont 50 personnes, et un équivalent temps plein sur une entreprise de 50 personnes, ça fait un ratio insupportable. Donc ce qu'on est en train de réfléchir, c'est une espèce de fonction RSSI as a service qui permettrait d'avoir un RSSI qu'on puisse partager entre plusieurs entreprises de petite taille, pour essayer de rationaliser un peu le modèle économique. Donc vous allez créer une sorte de société de service au sein du groupe. C'est déjà ce qu'on. On rentre pas dans une logique de refacturation de chiffre d'affaires. C'est pas du tout cette logique-là. On a plutôt une logique de GIE qui est un petit peu différente. L'idée, c'est qu'on a mis dans le bien commun, et ce bien commun, il est financé par l'ensemble des entreprises du groupe, et donc du coup tout le cyber, il est porté dans l'allocation des ressources par les entreprises qui financent une partie à hauteur de leur taille respective. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul, mais c'est un peu comme une coopérative en fait. Et finalement, avec autant de RSSI, comment ça se passe si on veut faire des projets vraiment à la maille groupe? Alors, arriver à aligner les planètes pour tout le monde, etc. Est-ce que c'est une des complexités que tu rencontres? Ouais. Absolument, c'est un peu endogène au modèle en fait. Mais après, au départ, ça a été très très compliqué parce que la fonction n'existait pas il y a 7-8 ans. Au départ, ça a été très compliqué parce que tout le monde pensait qu'il avait tout seul par devers lui les moyens de faire tout du sol au plafond. Et en fait, c'était oui, il faisait tout du sol au plafond. Le problème, c'est que on pouvait pas, il faisait pas tout, il couvrait pas tout le spectre, depuis la gouvernance jusqu'au sujet de conformité, en passant par la résilience, etc., etc. C'était impossible pour chacune des entreprises de se doter de toute la mécanique nécessaire à atteindre un certain niveau d'efficacité qui est toujours perfectible, mais voilà. Et en fait, la réglementation nous a un peu aidé là-dessus, parce que les régulateurs, et quand je dis les régulateurs, c'est toutes sortes, c'est les internes, les externes, tous, ils ont durci notablement leurs exigences.
Et du coup, poursuivre, eh bien, c'était plus possible à la maille d'une seule entreprise. Il fallait mettre des choses en commun. Par exemple, je vais prendre un exemple. Par exemple, le CSIRT, toutes les équipes qui s'occupent de la détection-réaction sur incident, eh bien, il n'était pas possible d'en avoir un par entreprise. C'était complètement disproportionné. Donc, on a regroupé ça au sein d'une seule entité, et c'est une entité qui m'est rattachée. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et puis ratio efficacité-coût. Et donc là, vous proposez, c'est pas vous proposer le service, c'est le service, il va de soi, le CSIRT est centralisé entre guillemets, mais mutualisé. Oui, après c'est là où les compétences de communicants sont importantes. C'est que c'est mandatory, comme on dit chez nous souvent. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire parce que la doctrine, la raison d'être, c'est de dire chaque acteur, chaque entreprise est un acteur de la chaîne de la sécurité, et on considère qu'il faut aider les maillons faibles à grimper. Parce que ça viendra par le maillon faible, l'incident. Enfin, c'est ce qu'on pense. Donc l'idée, c'est pas la peine d'avoir dans le groupe une dizaine d'entreprises super bien protégées, puis à côté deux qui sont en déshérence, parce que ça fait courir un risque systémique à l'ensemble du groupe. Et donc on se dit, bah non, on va réorienter les moyens pour aider ceux-là, de telle manière qu'ils rattrapent le niveau moyen de la communauté. Et puis voilà, de proche en proche, on améliore globalement l'écosystème. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir, ça a été un peu compliqué. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Est-ce que, par exemple, chaque RSSI qui récupérait une fonction récupérait le budget qu'elle est avec, ou des choses comme ça ? Ou comment ça se passe pour le headcount ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est en fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que, en termes de financement et de capacité de mise en œuvre, on y arrivait mieux quand c'était centralisé. Ce qui est pas du tout l'ADN de mon groupe. Mon groupe, c'est un groupe très décentralisé, sauf sur le cyber. Et donc la logique, ça a été de dire, si on s'y met à plusieurs, déjà on sera plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et voilà, c'est comme ça qu'on a construit. Et le fait de dire, je prends un exemple, de dire on va plutôt partir sur une solution EDR. Je prends un exemple. On s'est pas dit, bah chacun va choisir un EDR parmi le portfolio du marché. On s'est dit, bah non, on en choisit un ensemble. On définit des critères de choix objectifs. Et puis on teste les solutions, on partage les résultats, puis ensuite on émet un avis. Et c'est là où l'action du RSSI Group prend le relais pour aller porter à la communauté des gens qui signent l'échec le dossier, la pertinence, pourquoi c'est important, se faire le porte-parole de l'écosystème, parce qu'on peut pas envoyer 50 personnes aller voir les gens qui décident, c'est pas possible. Donc il y en a un qui représente les autres. Donc c'est dans mes attributions. Et puis il faut essayer de les convaincre, parce que la sécurité, comme je dis souvent, le ROI de la sécurité avant le sinistre, il est nul. Après le sinistre, il est infini. C'est une espèce de phrase un peu marketing qui veut pas dire grand-chose, mais l'idée. Donc du coup, le discours, c'est pas un discours par rapport à un ROI, c'est un discours par rapport à quels moyens on a envie de mettre en œuvre pour raisonnablement rendre acceptable le risque résiduel sur telle ou telle thématique. C'est très actuariel comme approche. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe ? On va reprendre l'exemple de l'EDR, qui est un très bon exemple. Donc, au sein du groupe, il y a une cellule de X personnes qui vont évaluer les différentes solutions. Exactement. Oui, pardon. Et dans chacune des entreprises, il y a un RSSI avec une équipe aussi ou Non. Très souvent, les RSSI ils sont seuls dans leur entreprise. Et leur rôle, c'est bien de porter les orientations communautaires adaptées à leur contexte spécifique d'entreprise. Par contre, dans leur charge, c'est assez rare qu'ils aient à implémenter opérationnellement des choses. Enfin, avant, c'était le cas. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, l'idée, c'est de mutualiser, mais vraiment pour des raisons d'efficacité et de coût. Et puis, vous le savez tout comme moi, on a des problèmes de recrutement. C'est très compliqué d'avoir des experts en cyber. En plus, nous, on n'est pas une entreprise de cybersécurité. On est une entreprise du monde de la finance. Notre métier, c'est pas la cybersécurité au premier chef.
On en fait parce que c'est obligatoire pour protéger les actifs de nos sociétaires, etc. Mais notre métier premier, c'est pas de faire ça. C'est de vendre des contrats et de servir les clients ou les sociétaires lorsque il y a des sinistres ou des choses de cette nature. Notre métier, c'est pas ça. Donc c'est très compliqué pour nous d'attirer des jeunes ou des gens très compétents, parce qu'en fait le champ d'application de leurs compétences se trouvera limité à ce qui est fait dans notre entreprise, contrairement à une société spécialisée en cyber où un nouvel embauché, lui, il va voir plein d'entreprises, plein de contextes différents, donc on est potentiellement un peu moins attractif vis-à-vis de ce sujet-là. Alors on a d'autres atouts, mais pas tellement celui-là. Donc pour revenir sur l'EDR, si on avait dû créer dans chacune des entreprises un POC, par exemple, pour voir quel est le meilleur EDR entreprise par entreprise, il aurait fallu des gens avec chacun des RSSI, donc il y en a une quarantaine. Il aurait fallu un ingénieur système ou je sais pas quoi, un spécialiste réseau, un spécialiste du poste de travail pour voir les overheads de la consommation sur ces équipements-là, etc., etc. C'était pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a confié aux équipes centrales. Donc en l'occurrence à mes équipes, ou dans mes équipes j'ai des experts et surtout je suis en proximité des moyens communautaires sur l'informatique, sur l'IT. Pas que sur le cyber, sur l'IT. Donc si on a besoin, je veux dire n'importe quoi, d'un DBA parce qu'on a une base de données à monter pour collecter des logs ou je sais pas quel autre système, eh bien on a accès à des DBA, à des ingénieurs réseau et en nombre suffisant pour pouvoir contribuer à un POC. C'est l'effet de taille, quoi. Je sais pas si j'ai répondu complètement. Alors, en tant que RSSI Group, c'est vous qui êtes chargé d'aller défendre la cybersécurité auprès du comité de direction ou du comité exécutif. Alors, comment vous vous y prenez, comment vous vous préparez et comment vous allez défendre le bout de gras Alors, c'est très circonstancié et ça dépend beaucoup des moments. Si je reviens dans le passé, il fallait beaucoup convaincre du modèle qu'on voulait mettre en œuvre et qu'on pensait pertinent. On était dans une démarche de sensibilisation et d'avant-vente, si je peux faire le parallèle. Et si je fais le parallèle avec aujourd'hui, j'ai aucune difficulté avec les hauts dirigeants du groupe. Ils sont hyper sensibilisés au cyber, voire presque trop. À la limite, si on pouvait leur vendre un peu de rassurance ou de zénitude, ce serait bien. Donc l'idée, c'est d'essayer de se raccrocher à ce qu'ils entendent par ailleurs, c'est-à-dire que essayer d'évaluer les risques sur une démarche qui nous est spécifique. On n'a pas fait le choix de retenir de méthode formelle de place. Et puis de montrer que le dispositif de maîtrise de ce risque-là, dans l'exemple théorique que je prends, il est le plus efficient et que c'est pertinent pour eux d'allouer tel montant d'argent, parce que ça se traduit toujours en argent à un moment ou un autre, plutôt que de le mettre dans du développement commercial, parce que c'est ça la concurrence, c'est l'argent qu'on mettrait dans le cyber, qui est absolument nécessaire, il doit être proportionné et raisonné de telle manière que le reste de l'activité de l'entreprise ne souffre pas d'un manque d'allocation financière. Alors c'est pas du tout les mêmes échelles, mais l'esprit il est là. Et donc du coup j'utilise tous les arguments possibles et imaginables, honnêtes. Je survends pas, j'explique et parfois ça marche et puis parfois on me dit écoute Patrick, tu affine un peu ton dossier ou c'est trop cher, on peut pas, ou peut y avoir des réponses de cette nature, mais objectivement sur le cyber, comme on a été toujours extrêmement raisonnable, on souffre pas d'un procès on n'est pas accusé d'être dispendieux, quoi. Parce qu'on a été toujours très raisonnable, alors peut-être trop, et peut-être qu'on aurait pu investir plus sur certains aspects, sans doute, mais on a trouvé un équilibre raisonnable entre l'allocation des moyens qu'on consacre au cyber versus le reste, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on fasse des investissements, mais j'ai pas trouvé de recette. Si j'en avais une, sincèrement, je la garderais pour moi déjà. Je suis pas sûr que je la partagerais, je sais pas, mais non, pour moi il y a pas de recette magique. Et puis il y a ce qui a été compliqué, c'est de réussir à créer une espèce de déséquilibre, parce que au départ il y avait rien et il a fallu déjà convaincre les uns et les autres de la nécessité de construire quelque chose de communautaire et d'expliquer que c'était pas la peine d'en construire un par entreprise.
et qu'on n'y arriverait jamais si on faisait ça. Et ça, alors je sais que ça s'est fait en parallèle d'une démarche qui est la solvabilité 2, hein, qui est un sujet réglementaire qui nous a occupé quelques années. Donc ça s'est fait en parallèle de ça. Donc on était beaucoup en contact avec des régulateurs qui nous poussaient les modèles qu'ils voyaient dans d'autres grandes entreprises. Et on s'est dit, c'est bien de rattraper les bons élèves, essayer s'inspirer d'eux, quoi, du moins. Donc j'ai pas de recette, hein, Hervé. Je sais que je réponds pas complètement formellement à la question, mais c'est que j'ai pas de recette en fait. Et comment se passe, par exemple, le rachat de filiales ? Est-ce que tu es contacté ? Comment ça se passe avec des équipes sécurité déjà sur place, etc. Le rachat, et puis comme il y a eu des exemples récents, la revente. Oui, les deux. Alors. Oui, absolument. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a souvent des accords de confidentialité, mais à chaque fois il y a un échange. Alors, pour les reventes, je vais prendre un exemple comme ça que j'ai en tête. Eh bien, on a eu plein d'ateliers avec la société qui rachetait la partie qui était vendue pendant les phases d'accès au data room où il y avait des due diligence où les tiers acquéreurs nous interviewaient sur tout un tas de sujets pour avoir une bonne vision risque de la partie d'actifs qui était rachetée. Et c'est pareil quand nous on achète des entreprises, c'est pareil, on a accès au data room et puis on a les livres de compte, les dossiers, les projets en cours, on a accès à des acteurs qui représentent l'entreprise avec laquelle on peut échanger. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Mais il y a d'autres aspects où le RSSI est sollicité dans le cadre des activités business, c'est dans les deals qui sont construits avec les grands clients. Je ne vais pas en citer, mais je vais prendre un exemple très générique sur la santé, par exemple. Si on souhaite assurer une grande compagnie qui veut offrir à ses salariés une mutuelle, elle fait appel à un assureur. Et dans ce cadre-là, pour un certain nombre de grands comptes, il y a des questionnaires, des dossiers complets à remplir, à compléter, à défendre vis-à-vis de ce futur client, qui nous demande beaucoup de choses. Toutes les entreprises sont très 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 prudentes vis-à-vis des données qu'elles confient à un tiers, parce que là on se trouve en situation de sous-traitance. Et de la même manière quand nous on fait appel à la sous-traitance, on fait une sorte de rating, d'évaluation du sous-traitant sur les aspects cyber, mais pas que, plein d'autres aspects, mais en l'occurrence cyber. Donc il y a plein de cas de figure où on intervient, et de plus en plus le travail de mes équipes et le mien, c'est des travaux de cette nature, c'est répondre à des questionnaires, c'est faire des soutenances. Juste pour info, les entreprises comme la mienne sont elles aussi assurées contre le risque cyber. Ça, c'est quand même donc, et là ça se fait pas comme ça, les gens qui prennent des... Par qui, du coup, sans indiscrétion, par des grandes compagnies d'assurance. Par des concurrents. Oui, qui sont concurrents par ailleurs. Oui. Alors c'est pas de la réassurance là, je parle pas de réassurance, c'est autre chose la réassurance. Là j'étais sur un contrat d'assurance cyber par exemple. Eh bien on est assuré auprès de confrères et plusieurs contenus des montants. Et là il regarde tout, parce qu'un assureur il veut pas prendre de mauvais risques, donc il s'assure que le risque qu'il couvre, c'est un bon risque. C'est-à-dire que finalement, il paiera jamais de sinistre, c'est ça son espoir. Il fera que encaisser des primes. On sait bien qu'il y a le bon risque et le mauvais risque. Oui, c'est ça. Le risque, on le prend, mais bon. Ouais, c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement le cas. Donc, rentrer dans son portefeuille des mauvais risques, c'est plus de l'assurance. Il n'y a plus d'aléas, donc c'est de la subvention, c'est plus pareil. Donc, les confrères sont extrêmement vigilants à ça, et c'est très compliqué d'être cyberassuré. Alors, celui qui est RSSI Group, est-ce que c'est aussi celui qui doit veiller à ce que les 46 RSSI des différentes entités ne soient pas isolés, ne partent pas en burn-out, oui, ce sont des sujets du moment. Non, ou c'est pas du tout son rôle. Non, alors sur la partie risques psychosociaux, j'avoue que je suis pas un expert, et c'est pas de ma prérogative, mais évidemment s'il y a un RSSI qui partait en
en burn-out ou je sais pas quoi, et que j'en avais connaissance, mon premier sujet ce serait d'alerter les RH qui vont bien, parce que j'ai beaucoup de relations avec les RH aussi. Mais c'est pas mon expertise première, hein, j'avoue. Voilà. Par contre, sur le fait que le RSSI soit pas isolé, toute la comitologie qu'on a mis en œuvre, tous les fonds documentaires, toutes les sollicitations des experts qui sont ouvertes à ces RSSI sont là pour qu'ils soient pas isolés. Par contre, ils sont effectivement ancrés dans leur entreprise, dans leur pays ou dans leur région en fonction des entreprises. Et dans les sessions de formation, hein, parce qu'on a organisé aussi une espèce on l'a appelé RSSI Academy, où on a formé nos RSSI. C'est-à-dire qu'on a construit une formation un peu sur mesure, parce qu'on voulait que ce soit vraiment très ancré dans l'organisation de l'entreprise, et ils en ont bénéficié et on fait des rattrapages une fois par an, parce qu'il y a un peu de turnover, hein, quand même dans les RSSI. Voilà, c'est comme ça qu'on essaye de gérer ça. Alors nous qui sommes des experts en cybersécurité, qu'est-ce que tu penses de nous? Oula, c'est tendu comme question. Oui, tu vois ce que je veux dire. On passe notre temps à publier des failles dans les logiciels, à faire des. Oui, alors moi j'ai une logique. Alors je vais essayer de pas être provoquant et puis de pas être véhément, mais trouver les failles, je trouve que c'est la partie facile. Et je m'inclus pas dans les expertises en capacité de faire ça, pas du tout. C'est pas ça. Moi, ce que je pense, c'est ce qui est vraiment très compliqué, c'est de traiter les systèmes de défense sans mettre par terre le système d'information. Parce que trouver une faille, et faut pas le prendre comme une attaque personnelle, c'est pas ça, hein, c'est important ce job-là, mais je pense que on le met trop en avant par rapport aux équipes qui défendent, qui protègent et qui s'assurent de faire le patch management, le durcissement, enfin bref, tous ces mots qu'on entend sans arrêt et qu'on nous renvoie à chaque fois qu'il y a un incident en disant bah oui, mais là ils ont pas fait le patch management. Bah ouais, mais peut-être que compte tenu de la gestion des changements, ils ont pas eu le slot et du coup ça a été décalé d'un mois et paf, ils ont pris entre les deux une attaque. Donc ce que je veux dire, c'est que les équipes dans les entreprises, et pas que dans la mienne, hein, puis vous les connaissez comme moi, vous en connaissez plein, je pense que c'est un boulot qui est encore plus dur que de trouver les failles. Parce que c'est non seulement il faut connaître les failles, alors il y a plein de gens qui font des publications sur ce sujet-là, mais il faut trouver le moyen de mettre en œuvre le dispositif qui fait que la faille elle est plus utilisable ou plus active ou que sais-je encore, sans mettre par terre le système d'information. Et en venant perturber un écosystème très compliqué qui consiste à faire des livraisons, à faire des changements techniques sur des équipements d'infrastructure. Quand vous avez des serveurs et que vous en avez plusieurs milliers, ben c'est pas si simple d'en changer un ou d'en rebooter un. Quand vous avez des centaines et des centaines de bases de données, bah c'est pareil. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens du cyber qui travaillent un peu dans l'ombre et qui sont là pour faire en sorte que toutes les CVSS ou je sais pas quel autre truc de niveau supérieur à 7 là, qui font trembler tout le monde, eh ben les gens qui mettent en œuvre les systèmes de défense ou qui essayent de maintenir à jour un système d'information très compliqué, eh ben je dis les héros c'est eux. Mais les gens qui trouvent les failles, ils sont très forts aussi. Hein. J'ai pas de, voilà, je sais pas. J'espère que je me suis réconcilié avec ceux qui trouvent les failles. Pardon, mais vous m'avez posé la question, hein, donc j'ai répondu comme je le pensais moi. Oui, en fait, c'est l'occasion aussi de passer des messages. On interviewe malheureusement pas assez d'opérationnels et de RSSI dans le podcast, ouais. Donc c'est l'occasion de s'adresser à un public, on va dire, plus de gens qui vont chercher qui sont du fond du test d'intrusion, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et mais dans mes équipes, j'ai des gens qui font aussi ce job-là, hein, évidemment. Mais moi, ce que j'attends d'eux, c'est que non seulement ils détectent des choses, mais surtout qu'ils organisent la réponse. Parce que détecter, si on répond pas, hormis se faire mal au ventre, ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est ça le job. Il faut faire grimper le niveau de sécurité en permanence, et c'est très compliqué, hein, avec des systèmes d'information très hétérogènes, quand vous allez depuis des systèmes, des conteneurs, des machines virtuelles, du monde Windows, du Linux, de l'AX, du mainframe, hein, parce qu'il y a aussi ces grosses machines. Ben c'est très compliqué. Pour être RSSI, oui.
Pour être RSSI Group, il vaut mieux venir des fonctions groupe, genre avoir fait un immense projet transverse, avoir été directeur financier, DSI, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir été un RSSI dans une entité, donc un peu plus un RSSI qui a eu dans son passé les mains dans le cambouis? Quelle est la meilleure piste pour devenir RSSI Group? C'est une colle, ça. En fait, ça va dépendre surtout du goût de l'individu. Après, si on vient plutôt de l'opérationnel et de la partie IT, et comme tu disais, les mains dans le cambouis, là, l'avantage, c'est que on connaît le système d'information. Même si on n'est pas un super expert de chacun des composants, on sait comment c'est fait, comment les systèmes ils interagissent entre eux. C'est tout le temps un peu la même chose finalement. Ça, c'est l'avantage. Par contre, le côté compréhension de l'écosystème, de l'entreprise, son organisation, et je dirais la partie un peu politique d'identification des leaders d'opinion, d'identification des facteurs d'influence, et le facteur d'influence, c'est pas forcément le grand chef, parce que le grand chef il est quand même très à l'écoute de son écosystème, de ses collaborateurs. Alors pas forcément les 30 ou 40 000 personnes, mais il y a un certain nombre d'hommes avec un grand H, hommes, des hommes clés, et ça c'est pas parce qu'on a été RSSI dans une entreprise ou une filiale ou qu'on est très compétent en IT, si on n'a pas cette espèce de fibre et de réseau, parce qu'il faut une appétence pour ces sujets-là, mais il faut fabriquer un réseau dans l'entreprise. Et fabriquer un réseau dans l'entreprise, eh bien, je connais pas de recette rapide, il faut du temps, il faut connaître les gens, il faut les fréquenter, il faut avoir contribué, participé à des projets ensemble. En fait, je sais pas quelle est la meilleure recette. Je sais pas. Parce que quelqu'un qui viendrait d'un grand projet transverse, type de conformité groupe ou de quelque chose comme ça, et qui prendrait une fonction comme ça, sans avoir un ancrage dans la technologie, que ce soit un ancrage intellectuel ou un ancrage de relation avec des acteurs essentiels, ce serait quand même le risque d'avoir un RSSI groupe un peu hors sol. Mais ça a existé, voilà, ça a existé. Je veux dire, moi, je me suis déjà trouvé à table avec des gens avec qui j'ai trouvé aucun dialogue possible. Finalement, la table a parlé de football, enfin de choses sans aucun rapport avec la cybersécurité. Donc ça m'a beaucoup frappé, et moi personnellement je reconnais, j'ai du mal avec ce type de personnage, mais il y en a d'autres qui pensent, c'est ce type de personnes qui auront les bons leviers pour faire réellement avancer le Schmidt-Wick. Voilà, c'est pour ça, c'est un sujet d'actualité. Ouais, c'est un sujet d'actualité, et je pense pas qu'il y ait une réponse unique, parce que elle est quand même très liée à la culture de l'entreprise en question. Et je pense que ce qui serait vrai chez tel assureur ou tel constructeur automobile serait pas vrai chez tel autre. Je pense qu'il y a aussi ça, mais effectivement, être complètement hors sol, j'ai peur que ce soit un peu dur quand même. Mais bon, je pense que il n'y a pas de réponse ultime, définitive sur ce sujet-là. Alors, nous, on a beaucoup de débats. Déjà sur le positionnement du RSSI. Est-ce que c'est un homme du SI ou est-ce que c'est un homme des risques ? Et là, j'avoue... ça dépend si on parle du RSSI Group ou du RSSI d'entité. Oui. Est-ce que le RSSI Group, il n'a pas intérêt à être à la direction des risques, et les RSI d'entité, plutôt d'être bien au courant des projets en étant à la DSI ? Justement, ça dépend. Et chez nous, on a ce débat-là, il n'est pas tranché, on le remet régulièrement sur la table, et on n'arrive pas à avoir une conviction ferme sur laquelle qui fait consensus, déjà, parce que la culture du consensus, elle est importante dans mon groupe. Mais c'est exactement ça. Et le balancier, c'est si le RSSI il est trop proche de l'IT, il va être très au fait des sujets opérationnels, mais déconnecté de la relation avec la direction des risques, et du coup ça peut créer des difficultés dans les rapports annuels des risques, dans la gestion des incidents, etc. Des incidents au sens impact risque sur le métier, de
la valorisation des impacts des incidents, le RSSI il aura plus de mal. Par contre, si on le met à la direction des risques, bien c'est tout inverse, quoi. Il va être plus au fait de la culture des risques, de l'évaluation, des impacts, des calculs de cette nature-là. Par contre, il est plus loin de l'IT, donc il est moins les mains dans le cambouis. Donc l'équilibre est compliqué à trouver. Donc on oscille un peu, Hervé, par rapport à ta question, on oscille un peu entre les deux modèles. Alors, au cours de l'épisode, tu as mentionné plusieurs fois les aspects réglementaires. Ouais. Alors, est-ce que ces aspects sont les amis du RSSI Group? Non, franchement non. Alors, moi je mélange pas sécurité et conformité. Pour moi, c'est deux sujets qui sont très différents parce que la philosophie dans l'approche, elle est pas la même. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail au travers des questions et de l'échange qu'on a eu là dans les minutes qui ont précédé. J'espère que vous l'avez partagé. De toute manière, vous êtes des hommes de l'art, donc vous voyez bien. Sur le cyber, il y a beaucoup de travail et les régulateurs en rajoutent. Et il n'y a pas d'intentionnalité malveillante, au contraire. L'idée, c'est de faire grimper l'écosystème. Mais quand on voit les difficultés qu'on peut avoir à se mettre en conformité avec telle ou telle directive, qui sont toutes pertinentes sans aucun doute, mais c'est le cumul des... On a à peine fini d'être conforme à une réglementation, paf, qu'on en prend une autre. Là, en ce moment, on est en train de passer beaucoup de temps sur les piliers autour de DORA. Juste avant, on a passé des mois sur Nice. Je parle même pas du GDPR, mais il y en a beaucoup. Ouais, mais enfin, c'est juste toujours la même chose. C'est la suivante et la continuité de la précédente. C'est du bon sens, ça casse pas trop les briques. Ouais, dans la compréhension et dans la synthèse, on peut résumer comme ça. Par contre, quand il faut faire le boulot, qu'il faut faire les rapports, que c'est pas les mêmes, eh bien, il faut quand même y passer des jours hommes. Et le problème, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on est face à une contention et une limitation de l'allocation de ressources. On est dans un monde où les ressources sont pas infinies. Et puis, les gens, on les a pas forcément. Donc, si on rajoute des tâches et des tâches qui sont extrêmement formelles et pas toujours simples, eh bien, les gens ils disent bon bah moi j'en ai marre, je vais faire autre chose quoi. Il y a aussi l'attrition et tous ces sujets-là vis-à-vis des collaborateurs. C'est pas simple ces sujets-là, mais oui, tu as raison. Hervé, c'est de la formalisation extrêmement lourde de choses qui sont des choses de bon sens. Alors certains disaient que c'était l'hygiène. Je sais plus quel était l'acronyme, mais c'était l'hygiène informatique ou je sais plus quoi. Oui, il faut avoir des mots de passe raisonnables, mais on a un cerveau qui a des limites. Faut faire son patch management, faut avoir une architecture conçue cyber résiliente, etc. Mais quand même, s'il faut passer des années à faire un rapport qui explique pourquoi on n'a pas réussi à faire l'article 17 de la loi 18, mais qu'on a mis une mesure compensatoire, voilà, on passe du temps. Bon, voilà. Donc c'est mais l'avantage de la régulation, c'est qu'elle met tout le monde pareil. C'est le point positif quelque part. Et puis les régulateurs, ils veulent bien faire. Ils ont pas c'est pas des gens, ils sont pas mal intentionnés. Après, ils sont plus ou moins experts, et on sent derrière qu'il y a un certain nombre de cabinets qui viennent leur expliquer que ce sera intéressant de mettre ça. Il peut y avoir ça aussi. Très compliqué pour nous. Et j'avais une petite question là autour de la résilience. Ouais. Comment marchent des exercices de crise, de gestion de crise cyber avec une quarantaine de RSSI, des filiales, comment ça marche? Alors, la gestion très formelle et beaucoup plus construite autour des scénarios cyber, c'est relativement récent. On fait énormément de travaux. Alors déjà, il y a DORA qui nous contraint un petit peu à accélérer. Mais alors, il y a plusieurs types d'exercices. Alors, il y a des exercices, je dirais, de vérification que les gens qui décident dans les cellules de crise se trouvent bien sollicités au bon moment, ont bien compris quel est leur rôle, ce qu'on attend d'eux, etc. Il y a des exercices de cette nature. Ça, on en fait plusieurs dans l'année, alors soit sur des périmètres complets, soit sur des périmètres restreints, ce qui permet de vérifier que les décideurs majeurs sont un peu au fait de ces sujets. Et puis, il y a des nouveaux types d'exercices qu'on met en place. C'est plutôt des exercices, moi je les appelle opérationnels, où on fait appel à des spécialistes de place qui vont avec nous définir un scénario
Et l'idée, c'est que l'écosystème monte, qui traite le moins mal possible le scénario qui a été imaginé par ces spécialistes. Alors je sais plus, on appelle ça du purple, alors je sais plus les codes couleurs, mais c'est du red team, du blue team. Enfin bon, c'est des choses autour de ces choses-là pour vérifier que les équipes qui interviendraient en cas de cyber attaque, eh bien comme c'est pas leur quotidien, parce que le grand sinistre on l'a pas tous les jours heureusement, être sûr que si jamais il se produit, on sait à peu près ce qu'on est censé faire. Alors j'ai pas dit qu'on serait efficace, ce serait immodeste, mais au moins qu'on valide bien tous ensemble que les étapes qu'on a imaginées, on les suit. On n'a pas fait des runbooks avec 800 pages, parce que quand on est en crise, je rappelle, on a le cul d'une poule, mais l'idée c'est pas d'avoir un classeur avec 800 pages où tout est écrit par le détail. Non, les gens ils ont un cerveau et ils continuent à avoir un cerveau. Donc toute la logique de ces exercices très opérationnels, c'est de s'assurer que les gens, une fois qu'ils ont repris leur souffle du coup de poing dans le ventre qu'ils ont pris quand il y a l'attaque, eh bien ils reprennent un peu le dessus sur leurs émotions et ils arrivent à faire travailler leur cerveau en se souvenant de ce qu'on avait dit tous ensemble quand on fait nos séminaires de travail autour de ces thématiques-là. Donc c'est pas tout à fait les mêmes exercices. Et puis on fait attention dans ces exercices, on est très précautionneux que ça ne se transforme pas en tribunal. Il s'agit pas de juger les gens et de dire oh là là, lui il a été bon, lui il est mauvais. Non, c'est pas ça. C'est de vérifier que le collectif il fonctionne de la meilleure des manières et il y a personne qui va sauver la boîte tout seul. Enfin moi je crois pas. Enfin je vous livre mes convictions personnelles, elles n'engagent que moi. Mais je pense que c'est là où le collectif il a tout son sens. Et donc on disait 40 RSSI, alors j'espère que on n'aura jamais de sinistre qui impliquerait l'ensemble de l'écosystème, mais si c'était le cas, on traiterait. Mais on croit plus que ça impliquerait des sous-parties. Mais on teste et on fait des exercices comme ça régulièrement, et dans l'espoir d'avoir le jour où surviendra tel ou tel sinistre, parce que il y en a des sinistres régulièrement, mais pas forcément. Est-ce que c'est toi qui les définis ces scénarios Non, enfin, je sais pas moi tout seul, j'ai pas le cerveau suffisamment bien fait pour ça, mais c'est un travail, ce que je disais au départ, le collectif, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, donc l'idée c'est que on essaye d'imaginer des scénarios et puis on fait appel à des professionnels, parce que nous, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans notre entreprise. Si on veut un peu quelque chose de représentatif du marché, il faut aller prendre des ressources sur des cabinets de conseil qui, eux, voient plusieurs clients et du coup, c'est ça qui est intéressant dans les cabinets de conseil, c'est pas qu'ils nous connaissent, ils nous connaissent pas, mais ils connaissent mon entreprise, une autre, et du coup, ils ont une espèce de vision un peu d'ensemble qui est extrêmement enrichissante. Alors après, il y a des gens qui sont mieux que d'autres, mais voilà. Après, à nous de choisir le mieux possible. Ok, Patrick, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Ce que je peux, oui, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais ce sera peut-être mon dernier mot. Mais ce qui est très important dans le cyber, c'est que il y a plein de métiers déjà. Donc quand on recrute dans le cyber, on ne recrute pas que des spécialistes à capuche qui travaillent la nuit complètement. Non, on recrute des juristes, des contrôleurs de gestion, des communicants. Donc il y a un peu tous les métiers. Et il y a un guide qui a été rédigé, je crois que c'est l'ANSSI qui avait fait ça avec les métiers du cyber. On voit qu'il y en a plein en fait des métiers. Donc on recrute. Et il faut qu'on recrute aussi des jeunes, évidemment, pas que. Mais aussi des femmes. Donc, il faut qu'on recrute beaucoup plus. Alors, il y a beaucoup de postes ouverts. Après, c'est un problème de candidats. Et puis, il faut qu'on recrute plus de femmes. Je crois que les derniers chiffres que j'ai vus sur la féminisation dans le cyber, c'est 11% de femmes. C'est quand même dommage de ne pas profiter de 50% de la population, quoi. Enfin, donc bon, après, je sais pas, c'est les cursus qui sont peut-être pas attractifs, ou je sais pas, les problèmes dans les écoles d'ingénieurs, je sais pas. Donc voilà. Donc le cyber, on peut y faire de belles carrières, on peut faire des choses passionnantes, et pas que des choses où on fait du tapotage sur des systèmes en mode commande. Il y a plein de métiers, donc voilà, je dirais que le cyber c'est passionnant, et s'il y a des gens qui ont
qui sont en recherche de poste ou qui recherchent sur les internets et ils trouveront les annonces que j'ai postées. On a toujours des postes ouverts. Donc bienvenue dans le monde du cyber. Bon, bien le message est passé. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.